Les vrais sujets. Les vraies questions. Les vrais débats. Les vraies affaires. Hey, salut, c'est Julien Mercure. Et Philippe Rioux. Bienvenue à cet épisode des vraies affaires du 18 avril 2014. Avant de rentrer dans notre liste d'épicerie de sujets, on voulait remercier les gens qui nous écoutent jusqu'à présent. C'est notre 15e épisode cette semaine. Et nous vous encourageons toujours, évidemment, si vous avez aimé les sujets dont on parle, aimé nos arguments, de l'encourager votre entourage à nous écouter. Que ce soit pour nous aimer ou pour nous détester. Dans le fond, ultimement, c'est pas... C'est des views, c'est des views. C'est ça. Non, mais quand même. Alors, maintenant, après avoir parlé de la politique provinciale pendant des semaines, on descend d'un palier et on s'en va en politique municipale, parler dans le cas de Québec du dossier du Concorde. Cette saga qui revient dans les médias cette semaine. Peut-être pour mettre les gens en contexte, de dire, en fait, le Concorde appartenait à la chaîne Lowe's dans les dernières années, et puis ils ont vendu à M. Eddie Savoie des Résidences Soleil après avoir dit qu'il n'y avait plus personne qui voulait garder la vocation hôtelière du bâtiment. Et M. Savoie s'est reviré de bord et après avoir été un peu la risée de tout le monde, parce qu'à Québec, les gens ne voulaient pas vraiment des résidences soleil sur le Concorde, pour des raisons plutôt obscures, en fait, des fois, là, mais, ou des raisons peu rationnelles, disons. Mm-hmm. Il a énoncé son intention de vendre à un groupe d'investisseurs l'hôtel qui allait être transformé en condo-hôtel. Une formule hybride qui y a des gens qui habitent là à long terme et quand ils ne sont pas là, ils louent leur chambre. Et là, coup de théâtre cette semaine, le maire de la Beaume, en bon shérif de la ville de Québec, sort et dit « Ah, il y a la mafia dans ce groupe d'investisseurs-là », plus spécifiquement M. Tony Maggi. Et sans avoir mis de preuves de l'avant, mais il n'a peut-être pas le droit, il peut peut-être pas le dire, peut-être qu'il sait, je ne mets pas en question les preuves comme telles, mais il ne les a pas montrées. C'est ça qui est important. Et là, semble-t-il qu'il va servir des questions de zonage et des choses comme ça pour refuser, en fait, que la transaction ait lieu. Et là, il y a déjà une menace de poursuite contre la ville de la part des groupes d'investisseurs pour diffamation. Bref, ça s'en va un petit peu dans le champ, ce dossier-là. Il y a deux roues dans la garnotte, là, ce projet-là. Moi, ce que je comprends pas, puis j'aimerais t'entendre là-dessus, particulièrement dans cette semaine où on vient d'annoncer le déménagement forcé du Salon de jeu de Québec à cause de la construction du nouvel amphithéâtre qui va être replacé dans les Halles Fleur de Lys, le centre Fleur de Lys, juste à côté, l'autre bord de Laurentien. L'autoroute de Laurentienne. C'est vrai, c'est littéralement l'autre bord. C'est littéralement l'autre bord. C'est juste pour changer de circonscription électorale. Non, c'est pas vrai. C'est vrai que ça fait ça, mais c'est pas pour ça que c'est fait. Moi, je comprends pas pourquoi qu'on n'a pas fait de l'hôtel de Concorde un casino. J'ai entendu cette idée-là qui flottait, puis je me dis, c'est dommage que ça n'ait pas été discuté davantage. Mais le pire, là, c'est que ça serait vraiment une bonne idée. Un casino à la Vegas, dans le sens que t'as des étages casino, puis après ça, en haut, c'est un hôtel. Là. Et je veux dire, imagine, là, la shape du building est faite pour un casino. L'emplacement, il est déjà là, il est sur la grande allée, il est en plein cœur de ce qui se passe à Québec, particulièrement en été, dans des situations comme le festival d'été, où tu as un achalandage qui amènerait du monde qui ont payé 100$ leur billet, ils peuvent bien aller gambler un peu au casino. Je dis pas qu'ultimement on l'aurait fait, mais je comprends pas qu'on n'en parle pas. Premièrement, il faudrait en parler, mais la raison que c'est pas arrivé, c'est à cause du contrôle public du jeu. Ce que je veux dire, c'est que la seule personne qui compte pour qui ça vaut la peine qui y pense, c'est l'Auto-Québec. Si on était aux États-Unis, là, ça aurait probablement déjà été fait. Là. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Je te dis pas que le jeu est légal partout, mais aux endroits que c'est légaux, c'est sûr que ça serait arrivé. Et c'est vrai que c'est dommage un peu que cette idée-là flotte pas plus, mais je pense que ça commence à... Casino, Québec, ça se dit, là. Puis là, peut-être que les gens n'ont pas cristallisé nécessairement une idée bien précise de ce que ça veut dire. Surtout que le building est déjà là, si bol. Mais si on ressort de l'idée du casino pour revenir à juste vendre un hôtel. Ou revenir à la saga. Saga en tant que telle. Le maire Labaume, là, il essaye en ce moment d'exploiter toutes les limites légales de son pouvoir pour déterminer le sort de ce building-là. Et il le fait de manière constante et hyper présente. C'est quasiment comme si
il y avait 2 personnes qui voulaient vendre ce building-là. Le maire Labaume et quelqu'un qu'il faut qu'il ait l'argent. Ouais, en fait, c'est un peu bizarre comme obsession c'est pour le maire de vraiment- Québec de ce dossier-là. Écoute, c'est correct que le maire Labaume s'occupe de son hôtel de ville, de sa ville, puis c'est bien correct. Là. Mais me semble à Montréal, ce projet-là, ça aurait juste été vendu, ça aurait été aucunement vraiment un problème. Là. Mais d'un autre côté, c'est entre autres à cause de ce genre d'attitude-là que Montréal est peut-être dans l'état où est-ce qu'elle est en ce moment. Parce qu'il n'y a personne en haut qui avait comme une espèce d'idée générale de qu'est-ce qui allait se passer. Imagine si tu mets... Non, mais dans le fond, là, c'est ça, c'est que si tu mets une résidence pour personnes âgées là, à quel point que ça vient mettre le feu dans l'idée générale de l'offre de Québec au niveau du tourisme. Là. Mais pas tellement. Pas- Écoute, non, pas mais pas- tellement, non, mais- parce que il y avait des articles intéressants, justement, pendant qu'il y avait une levée de bouclier. Non, mais par ce que je veux rapport dire, à c'est ça. que c'est pas nécessairement important. C'est juste que si tu as une idée de qu'est-ce précise de qu'est-ce que tu veux faire avec Québec, c'est le genre de changement qui est quand même important puis qui peut vraiment sortir de ton plan. Donc, tu veux... Ce que je veux dire, c'est que le maire Labaume, il a une idée bien précise de la ville de Québec puis il tient cette idée-là. Ouais. Et là, la question, c'est est-ce qu'il exagère en ce moment? Est-ce qu'il n'accepte pas assez le sort qui s'acharne sur la ville de Québec et le building du Concorde? Est-ce qu'il n'est pas en train d'exagérer sur le zèle ici? Là, Mais en fait, j'allais dire que le maire Labaume, dans ce dossier-là, est un petit peu en train de faire preuve de de son pire trait, c'est-à-dire un peu d'arrogance. Dans ce dossier-là, surtout particulièrement quand il rencontre les journalistes, ça frise un peu le ridicule, même pour les partisans du maire Labaume, même pour ceux qui sont d'accord avec cette fameuse vision-là, qui mène contre vents et marées, des fois, tu as l'impression. Peut pas nécessairement sanctionner la façon dont il se comporte dans ce dossier-là, même si tu es d'accord avec l'issue finale que beaucoup de gens voudraient que ça demeure un hôtel, puis que que ça demeure pour la vitalité justement touristique de la Grande Allée de Québec comme étant la destination où tout le monde se rend, où tous les touristes doivent absolument passer. N'en demeure pas moins que là-dedans, il se fiche complètement des questions que les gens ont pour lui par rapport à ses sources, par rapport à qu'est-ce qu'il veut faire avec ça, par rapport à pourquoi il voulait pas dealer avec Eddie Savoie. Il a sorti des déclarations incendiaires à propos des personnes impliquées dans ce dossier-là. Puis c'est un peu plate. Justement, la fameuse poursuite en diffamation, ça illustre un peu que bien intentionné, il est peut-être en train de couler un peu ce dossier-là de par le fait que c'est son attitude. C'est ce qui l'a fait délire. Sauf que des fois, ça a des mauvais côtés. On est peut-être en train d'en assister à un présentement. Ouais, je pense que c'est beaucoup d'encre à l'hôtel de ville gaspillé pour finalement pas un si gros cas que ça. Là, j'aimerais ça qu'ils mettent ses énergies sur d'autres choses nécessairement que cet hôtel-là. Là. C'est peut-être un peu exagéré. Là, comme par exemple, ce dont on a discuté l'autre fois, c'est-à-dire le fameux tunnel Québec-Lévis. Mais il n'est pas occupé à réfléchir à ça. Lui, il veut vendre cet hôtel-là. Puis c'est hyper important. Mais d'un autre côté, M. Savoie a aussi dit des affaires un peu étranges sur le maire Labaume. Oui, je ne l'absolvais pas. En faisant allusion que le problème que le maire Labaume a, c'est qu'il y a une belle-sœur qui travaille dans des résidences pour personnes âgées qui sont compétiteurs à M. Savoie. Ça, c'était un stretch, là, un magnifique stretch. Et c'était drôle d'entendre le maire Labaume d'ailleurs réagir à ça, qui était... Tu sais, quand tu dis tu ne vois pas quelque chose venir, là, comme critique, là, de dire « Oh boy, OK, il est allé là où mon esprit n'était même pas allé. » Donc, tu sais, juste pour dire à quel point c'était ridicule. Mais c'est un peu dommage. Et c'est vrai que c'est triste quand tu vois ça de dire si seulement ça serait un casino. Et tout serait réglé. Mais c'est ça, je veux dire, je pense, c'est ça qui m'attriste, c'est qu'on devrait parler de ça, parler de la vocation de ce bâtiment-là. Parce que tu sais que ce bâtiment-là, c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes de zonage. Hein? Non. Je fais mon historien, d'ailleurs. Est-ce que tu sais pourquoi ça a cette forme-là? Le Concorde. Non. En fait, là... C'était-tu pour la vue de quelqu'un? Non, c'était parce qu'il y avait un règlement à l'époque qui disait que tu ne pouvais pas bâtir sur la Grande Allée plus haut que ce qui était déjà bâti. OK. Mais ils voulaient absolument avoir une adresse à la Grande Allée. Fait qu'ils ont parti bas sa Grande Allée. Ils ont monté jusqu'à ce que la zone mon Dieu. change pour les plaines l'autre bord. Puis quand ils ont changé de bord puis ils étaient restés en bas, ils ont monté en ligne droite. Ils ont fait le bâtiment qu'ils voulaient. On n'est pas... Ouais. Fait que c'est pas la première fois qu'on se prend C'est qu'on comme s'assied sur zonage, le pied sur la Grande Allée, mais la tête est dans les plaines. Exactement, Wow. parce qu'il y avait le droit de le faire. Donc, je trouve ça dommage. Puis ça illustre peut-être pourquoi les gens ont fait cette fameuse levée de bouclier-là quand il était question de mettre des résidences soleil ou des résidences pour personnes âgées en général.
ça illustre à quel point ça pourrait être un point focalisant pour la Ville de Québec de dire « Hey, ce serait peut-être le temps qu'on s'interroge à comment on veut se développer. » Il y a eu cette interrogation-là par rapport au nouveau Colisée. Il y a cette interrogation-là par rapport à d'autres installations, d'autres projets que le Maire à la Bombe a, le Red Bull Crash Test, le Cycle du Soleil, Robert Lepage, tout ça. Ça aurait pu être un bel exemple de dire « Bon, là, il y a Sainte-Foy qui se développe, ça n'a pas de bon sens, l'axe Boulevard-Laurier, il n'y a personne qui s'implique là-dedans parce qu'il y a juste assez de privés pour construire du stock. C'est l'enfer. » Sur Grande Allée, là, on est en train d'échapper peut-être. Là. Ouais. Ça aurait dû être une réflexion comme ça. Le building du Concorde est probablement l'immeuble dans le coin de Québec qui a le pire ratio grosseur et qualité d'utilisation au potentiel, dans le sens que il y a énormément de potentiel dans cet immeuble-là et ça a toujours été une espèce d'hôtel qui avait de la misère, avec un restaurant qui avait de la misère. Puis on comprend pas. Là. L'image de Québec, bon, on n'enlèvera jamais le Château Frontenac. Là, c'est l'hôtel le plus photographié au monde. Là, mais il n'y a pas de raison que si c'est géré comme du monde, puis avec la direction vers laquelle la Ville de Québec s'en va, il n'y a pas de raison que le Concorde, illuminé la nuit avec un chaussée pleine en arrière-scène, devienne une autre de ces images icônes, ces images fortes de la Ville de Québec, de dire, tu sais, Québec, il y a la neige, c'est correct, tu viens en hiver, c'est beau. Mais tu sais, l'été, là, c'est rendu une grande ville, Québec. Tu peux venir, là, puis ça en jette. Excusez l'expression, mais ça en jette. Ça en jette partout, hein. Écoute, nous ne pouvons que espérer que ce dossier-là va se régler de la meilleure façon et le plus vite possible. Espérons que ça va mieux aller que l'avion. Ça va devenir un sideshow, là, c'est ça. On passe à un autre sujet. On s'en va en politique ou en diplomatie internationale. Il faut reparler un peu de ce qui se passe en Ukraine parce que ça l'a comme descendu en dessous, entre autres, de toute la couverture sur le fameux vol 370 qui s'était écrasé puis qu'on ne sait pas où puis que tout ça. Hey, CNN est en... Petite parenthèse. Est-ce qu'il lâche, là, le morceau? Pas en tout. C'est du breaking news constamment. Là. On est rendu plate. Mais ça t'avait de faire un département pour cette nouvelle-là. À mon avis, il y a un cubicule qui a été dégagé, là, sont 2 droits là-dessus. Là. Cela étant dit, pour ce qui est de l'Ukraine, c'est autant, sinon plus grave. En tout cas, c'est pas mal plus grave que ce qui se passe. Ouais. Et là, tu vois, aujourd'hui, mercredi, il y a une de ces fameuses petites régions limitrophes en Ukraine de l'Est qui est un peu semi-indépendante, la Transnistria, je crois. Qui vient formellement de demander à la Russie de reconnaître son indépendance et dans une probable future annexion par la Russie. Donc, c'est un nouveau développement là-dedans. Avec les troupes ukrainiennes qui sont déjà là, c'est tannant on s'enligne dans une dynamique que la Russie va essayer de prendre région par région ce qu'elle pense pouvoir prendre, ou plutôt laisser eux à venir. Et là, il va-tu avoir une game de l'armée ukrainienne va faire quelque chose contre ça? Parce que là, il y a du monde, ça s'enligne vers une guerre civile. C'est tant une guerre civile que plutôt une annexion par étapes graduelles? Ben, c'est parce que l'expression guerre civile vient du fait qu'en théorie, pas en théorie, il n'y a pas aucune troupe russe dans les frontières ukrainiennes. Ce ne serait que des démonstrateurs, des protestants pro-russes contre les forces armée de l'Ukraine. Donc, Kiev, c'est une guerre civile puisque c'est le gouvernement central contre des groupes terroristes, comme ils appellent ça. Maintenant, entre ça et le fait que tu es à la frontière avec une grande puissance qui est passé maître dans l'art de fournir de l'argent, de l'expertise et des armes, comme les États-Unis sont d'ailleurs. Ils ont écrit le livre là-dessus. Je veux dire, c'est ça, là. Ils sont capables de faire ça, là. Ils le font souvent. S'ils fournissent des démonstrateurs, des protesteurs qui sont pour l'indépendance de ces régions-là, la fine ligne entre une guerre civile et la nouvelle version au 21e siècle de ce qu'est une guerre ouverte, ultimement, est pas très large. Là. Ouais. Je veux dire, mais surtout, moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'il n'y a plus personne qui mentionne le mot Crimée. Non. La Crimée, là, c'est fini. C'est russe. Là. C'est russe. Et je pense que c'est peut-être ça qu'on doit retirer le plus présentement de cette situation-là. C'est que je pense... Parce qu'il y a une grande dose de risque pour la Russie à aller faire la même affaire qu'elle a faite en Crimée dans l'est de l'Ukraine. C'est un peu... c'est après caller le bluff de quelqu'un, c'est comme toi-même rebluffer quand la personne sait que tu vas bluffer. Là. Il y a une grande dose de risque. Mais je pense qu'un des calculs qu'il fait, c'est qu'il dit sans agir véritablement, c'est-à-dire envoyer des troupes en Ukraine de l'Est, le simple fait de maintenir et de fomenter les tensions affirme de plus en plus sa mainmise sur la Crimée. C'est-à-dire que, comme on passe déjà un autre dossier, une fois que l'autre dossier va être réglé, peut-être politiquement, on ne reviendra pas sur le dossier d'avant, ça fait trop longtemps. Mm-hmm. C'est fait. Là. Ça a été... Donc,
C'est à suivre, d'ailleurs, c'est à suivre parallèlement avec ce qui se passe en Syrie. Là. Je sais pas si tu as suivi un peu, là. C'est parce que ça n'a pas arrêté. Hein? Non. Ça a Mais pas là, arrêté. c'est le problème, c'est que là, c'est fractionné. C'est encore plus difficile, en fait, d'écrire une ligne de titre qui explique qu'est-ce qui se passe en série. Tu sais, il faut t'écrire 2-3 articles pour faire « OK, il est un peu là. » Il y a combien de groupes différents qui sont un contre l'autre, contre le gouvernement en ce moment-là? Mais tu vois, il y a eu des informations comme de quoi il y aurait eu une autre attaque chimique. Ah ouais. Oui. En Syrie, c'est parce qu'on n'en parle plus, mais c'est ce que je te disais avec ce qui se passe dans les relations États-Unis-Russie, c'est que le seul allié qui a permis à Obama de se sauver la peau après avoir mis sa fameuse ligne rouge, puis de dire s'il y a des armes chimiques, on va faire de quoi, puis finalement on n'a rien fait. C'est pourquoi? C'est parce que la Russie est arrivée et dit, regarde, je vais m'en occuper. Parce que moi, la Syrie, je l'aime. Fait que de toute façon, premièrement, tu ne feras rien contre lui. Puis deuxièmement, je peux aller parler, puis on va signer de quoi, comme de quoi qui va me donner mes armes chimiques. Qu'est-ce que tu penses que le président russe, sachant maintenant qu'est-ce qu'il avait l'intention de faire par rapport à la situation, entre autres en Ukraine, il est allé te voir, il a dit, c'est beau, c'est réglé. Ouais, c'est plate pour les populations parce que les populations sont prises en otage. Ils sont vraiment dans un marasme diplomatique. Ils sont victimes de ça. C'est plate. C'est pas quelque chose que deux côtés non plus. Là. C'est très à la limite de beaucoup de choses. Là. Les différents groupes, il n'y a personne qui veut vraiment tant que ça supporter personne. Même les alliés de... En fait, c'est pas tant qu'Assad n'a pas tant d'alliés que c'est l'autre groupe qui n'a pas tant d'alliés non plus. Là. Et comme tu disais, c'est parce qu'ils sont divisés d'abord. C'est Assad, il y en a des alliés, c'est ça le problème. Oui, mais il n'y a pas une énorme liste d'alliés, mais quand même, l'autre côté, on n'a pas pantoute. T'sais. Donc, personne n'a de gain à les faire là non plus. Donc là, les populations sont vraiment victimes, c'est vraiment triste. Oui, bref, mais justement, il faut continuer à suivre ça parce que c'est en train de se développer comme étant la situation internationale en 2015, 2004, 2016, et dans les années 2010, mettons. C'est ça, donc c'est à suivre. Et on va épuiser le sujet de la politique, on va revenir sur le plan de la politique québécoise, pas parler des élections, mais parlons maintenant du fait que comme le changement, il y a un changement de gouvernement qui s'opère graduellement, on est en plein dedans, il va y avoir des nominations partisanes. Puis là, ça commence à chialer. On va payer du monde pour se quitter. On parle beaucoup d'André Boisclair, entre autres. Là, je pense que toi, les nominations partisanes, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je pense que de mettre toutes les nominations partisanes sous un même chapeau, c'est un autre bel exemple d'essayer de simplifier un problème. Là. Il y a des postes qui sont fondamentalement politiques et qui devront rester des nominations. On parlait du chef de la Sûreté du Québec, entre autres, par exemple. Ça, c'est un autre cas. Qu'est-ce que la Sûreté du Québec devrait être? Là? Je pense que ça fait partie de la liste des choses qui ne devraient pas être changées, là, d'ailleurs. Pas qu'il ne devrait pas être changé, mais qu'il ne devrait pas être une nomination tant politique que ça, le boss de la SQ. Et je pense que c'est peut-être par la bande une des choses qui fait que ça a pris tant de temps que ça avant qu'on ait une commission d'enquête et qu'on règle les problèmes au niveau de la construction. Là. C'est parce que la SQ, il a fallu lui dire où aller parce qu'elle ne voulait pas regarder où elle ne voulait pas regarder. Donc, tu sais, la SQ, ça serait le fun qu'on arrive avec une autre solution éventuellement. Là, je ne sais pas si ça va arriver un jour, mais peut-être. Mais il y a d'autres postes là, que... Tu sais, représentant du Québec à New York, par exemple. Ce que fait André Boisclair. Là. Justement. Ça, c'est une nomination politique et je pense que ça devrait toujours rester une nomination politique. C'est une position qui est pas seulement politique, mais qui devrait être un reflet de l'état politique de la province. Mais en fait, c'est bien que tu dises ça, parce que je lisais un article de Lise Ravary dans le Journal de Québec mercredi. J'aimais beaucoup sa réflexion, en fait, parce qu'elle parlait des fonctionnaires. Puis tu sais, elle disait, les fonctionnaires, c'est ceux qui s'assurent que ça continue à fonctionner, peu importe les changements de gouvernement, en fait. Souvent, c'est ceux qui sont là bien plus longtemps. Ils en voient passer des gouvernements, puis c'est eux qui fonctionnent. Puis des fois, il se développe une tendance à penser que l'on sait mieux ce qui devrait être fait que le politicien qui donne les directives. Et par le biais, par exemple, de l'écoute sélective ou l'incompréhension sélective, on finit par ne pas mettre en application des mesures avec lesquelles les fonctionnaires ne sont pas en accord. Et elle faisait valoir que en éliminant le fait que des fois des personnes peuvent être nommées alors qu'elles n'ont pas du tout les compétences ou pas du tout l'expérience pour occuper le poste en question, l'idée est que si le gouvernement place quelqu'un en qui il a confiance et qui est qualifié pour ça, il vient en fait un peu être le porte-parole de la vision du gouvernement qui doit ultimement être celle qui triomphe puisque le gouvernement a été élu par la volonté populaire. On peut revenir sur la question du vote proportionnel, mais c'est pas ça le point. Là. Le point étant que
ultimement, le gouvernement, s'il décide qu'il fait quelque chose, puis qu'il y a eu la majorité, puis qu'il y a eu un mandat de la population, ça ne devrait pas se buter à une résistance quelconque au niveau des fonctionnaires. Et ou en tout cas, dans la limite du moral puis du légal. Dans la limite, surtout syndicale. Oui. Mais donc, l'idée de placer à la tête de ces organisations-là, de cette fonction publique-là, de ces fonctionnaires-là, des gens qui ont un lien avec le politique et qui peuvent servir de courroie de transmission, tant que c'est fait dans le respect de certaines règles, ça a son rôle à jouer dans le fonctionnement démocratique de l'État québécois. Fait que tu sais qu'on commence à chialer sur le fait qu'on dépense une couple de centaines de mille, puis je sais que c'est ridicule des fois de dire ça, mais c'est la game, là. C'est de même que le politique prend possession de l'État québécois, là. Je veux dire, c'est pas juste par des lois, c'est aussi par des gens qui placent à des endroits pour prendre des décisions, là. S'ils décident qu'on fait une réforme du ministère de l'Éducation puis ils nomment quelqu'un en haut de cette réforme-là, ça va être une nomination politique, là. C'est parce ils ont une idée claire, le genre de réforme, ça dépend. Il y a des fois qu'il y a des réformes, c'est un peu plus consensuel, là. Comme un bon exemple, ça serait par exemple la loi sur mourir dans la dignité. S'ils installent quelqu'un quelque part pour prendre des décisions, ça va pas être tant une nomination politique que plutôt une nomination administrative, là. Mais il y a d'autres moments que le politique intervient et qu'il faut que ça intervienne. Donc quand on met toutes les nominations politiques dans le même panier, je trouve ça un petit peu absurde. Un autre, justement, dans le cas des choses, par contre, qui ne devraient pas être fondamentalement politiques, la SQ, c'est l'exemple parfait pour moi parce que c'est quelque chose qui a quand même un contrôle ou qui a une forme de surveillance par rapport à la politique, mais aussi le décideur en général. Donc là, on voit, c'est un petit peu comme la même chose qui se passe au niveau du système judiciaire, là. Dans le sens qu'il ne nomme pas vraiment de juges, mais il nomme des juges, mais il ne place pas des juges de manière politique, là. Si quelqu'un placerait des juges pour des manières complètement politiques, ça ferait scandale et ce ne serait pas bon pour le système. Le système juridique québécois a un petit peu sa manière de fonctionner. Oui, il y a le procureur général qui est le ministre de l'Éducation, mais il n'y a pas vraiment d'influence sur les procès ou les trucs comme ça, là. C'est une influence un petit peu plus sur la bande, là. Il peut décider qui poursuit à la limite, mais c'est pas toujours le cas d'ailleurs, là. Donc, directeur des poursuites pénales au Québec. Donc là, c'est une nomination politique. On parle pas de nomination politique. Pourquoi? Parce que c'est un ministère. C'est pas une nomination. Mais c'est la même chose pareil, là. Il y a quelqu'un qui a gagné une élection, puis quelqu'un qui devient le boss de quelque chose. C'est sûr que oui, on a voté pour lui, mais en même temps... Oui, mais là, c'est différent, justement, parce que on a voté pour lui, oui. C'est ça, parce que je suis d'accord avec toi qu'il ne faut pas mettre toutes les nominations partisanes dans un même panier. L'essence du problème, à mon avis, est là. Mais il faut quand même distinguer aussi, quand on parle de nomination politique, on devrait d'abord et avant tout parler de gens qui n'ont pas reçu de vote de la population et qui sont placés à des endroits. Parce qu'en théorie... bon, même si ça ne devrait pas être comme ça nécessairement, mais tout vote majoritaire à la population pour quelqu'un légitime automatiquement que cette personne-là soit impliquée à un niveau ou à un autre dans le gouvernement. Après ça, on fait confiance aux chefs qu'on a élus puis aux gens décideurs qu'on a élus de mettre les bons gens, les bonnes personnes à la bonne place. Mais le domaine qui fait plus scandale présentement, ou en tout cas, on est bon là-dedans, là, on anticipe un scandale. Ouais. On en parle avant même que ça arrive, juste pour être sûr qu'on soit prêt à en parler encore quand ça arrive. C'est la question des gens qui ont été pas élus, qui ont été placés quelque part, souvent juste parce qu'ils reçoivent c'est comme une espèce de retour d'ascenseur, en fait, de dire implication, où on t'aime bien, mais t'as pas été élu, fait que les gens t'aiment pas, donc on va te mettre quelque part. Bon, c'est pas nécessairement tout le temps ça, là, mais je pense que c'est d'abord là-dedans qu'il faut faire la distinction entre les nominations purement politiques et les nominations qui sont facilitées par le politique, mais qui mettent quand même des bonnes personnes à la bonne place. Oui, puis tu disais, l'expérience, tout ça. Tu sais, l'expérience, surtout dans des positions de décision ou de jugement comme ça, c'est pas toujours clair à quel point que ça peut être utile ou dans le fond, c'est ce qu'on a besoin ou non. Un bon exemple, c'est la personne qui a été nommée, c'était à l'AMC, je pense à Montréal, l'organisation qui s'occupe du transport en commun. C'était une espèce d'ancien journaliste de Radio-Canada, tout ça. Et on avait remis en doute ses capacités, son CV en fait, pour diriger ça. Et genre, oui, là, dans le sens qu'il n'a jamais vraiment travaillé directement ça, mais si on a préparé un plan d'action politique de réorganisation de cette chose-là et qu'on le place là, parce qu'il y a un bon jugement puis que ça entend bien avec le monde. Appliqué. Là. Parce que c'est essentiellement une espèce de messager, pas un messager, mais une espèce de représentant. C'est un gestionnaire. Un gestionnaire. On lui donne un projet à gérer, il le gère. C'est pas parce qu'il a jamais fait ça
que, justement, des fois, on a besoin de quelqu'un de l'extérieur pour donner un coup de pied dans quelque chose. Pas pour rien que pas tout le monde, mais beaucoup de gens s'inspirent de la méthode Toyota, même s'ils font pas de char. Je veux dire, c'est quelque chose qui est une idée qui transcende certains domaines et certaines compétences. Donc, il faut faire attention avec les nominations politiques. C'est sûr qu'il y en a qui doivent être complètement crasse, là, au niveau de on place quelqu'un, qu'on a une faveur, puis que le gars il fait pas vraiment de travail, ou c'est vraiment juste pour y faire plaisir. Mais il y en a que c'est l'essence même de qu'est-ce que ça veut dire prendre le pouvoir. Mais justement, on devrait se concentrer sur celles qui sont crasses, comme tu dis, là, dans le futur changement de garde à venir, et pas perdre notre temps à s'époumoner sur les conséquences d'enlever quelqu'un qui est là pour mettre quelqu'un de politique et d'aussi compétent à sa place. Tu sais, commencer à gratter les scènes puis à voir, lui, on va y payer, oui, des indemnités de départ, c'est plate, ça fait partie de la game. On devrait-tu les revoir à grandeur de la fonction publique? Peut-être. À grandeur de l'économie capitaliste? Peut-être. Mais présentement, la réalité, c'est que c'est ça. Et le geste de faire une nomination politique, de changer quelqu'un par quelqu'un qui est plus de ton côté de l'allée, disons, ça fait partie du processus et concentrons-nous à isoler celles qui ont absolument aucun bon sens en laissant... Parce qu'il y en a, là. Faut pas le nier. Il va en avoir, il va toujours en avoir. Mais ceux-là sont plus minimes, mais il faut se concentrer sur elles, à les éliminer, puis pas perdre notre temps à s'époumoner sur celles qui sont logiques, cohérentes et qui font du sens. Excusez l'anglicisme. Je pense qu'il y a il y avait des bonnes idées aussi de réflexion pour certains postes, parce que justement, comme on dit, il faut un peu penser de manière générale. Il y a des choses qui méritent d'être nommées, qui ont son sens. Il y en a d'autres que non. Et Françoise David, dans sa liste de bonnes idées, avait proposé, je pense que c'était pendant un débat, elle avait dit, il y a certains postes que ça serait le fun qu'on puisse dire, il faut que tu aies 66% du Parlement qui est d'accord avec cette nomination-là pour que ça passe. Comme ça, il y a certains postes clés, peut-être plus neutres, peut-être plus fondamentaux à notre démocratie, genre directeur général des élections. Je pense pas que le gars est nommé, mais je veux dire l'espèce d'esprit de poste, là. Directeur de la SQ, des choses comme ça. Hydro-Québec. Je pense qu'il y a des bonnes idées là-dedans. Il y a certains postes, je pense, qui mériteraient d'avoir ce genre de traitement-là. Et ça pourrait augmenter l'efficacité puisqu'on pourrait s'assurer plus collectivement de placer quelqu'un qu'on pense est la meilleure personne pour aller là. Sauf qu'une mesure comme ça, puis on va terminer là-dessus sur ce sujet-là, une mesure comme ça vient toujours s'attaquer à un des fondements de notre système politique, c'est-à-dire les avantages que tu retires d'avoir une majorité au Parlement. Oui. C'est à la minute que tu commences à gruger là-dedans, tu es obligé d'amorcer la réflexion de te dire, tant qu'à ça, on est-tu en train de dénaturer la façon dont on fonctionne, on ne devrait pas d'abord réfléchir à ça avant de trouver des plasteurs, pour éliminer justement des choses qu'on voit comme ça. Écoute, on est sur la fin, mais il y avait un dernier petit sujet. Je voulais avoir ton commentaire. Je sais que tu me disais que tu n'avais pas grand-chose à dire là-dessus, mais c'est pas grave. On va faire un peu de millage. Non, écoute, sur le plan, du côté des Américains, il y a une nouvelle qui est tombée après la démission un peu surprise de David Letterman, qui s'en vient, là, qui est annoncé en 2015 du Late Show. Ils sont virés de bord CBS assez rapidement pour engager Stephen Colbert, qui va donc animer ce show-là à partir du printemps 2015, je pense. Dans un an, à peu près. Tes impressions? Moi, je connais moins Stephen Colbert, mais j'aime beaucoup son show quand je l'écoute. Je pense que c'est un excellent choix pour le show. En même temps, il y a beaucoup d'inconnus parce que le vrai côté ou le côté de la personne de Stephen Colbert et pas le personnage de Stephen Colbert est pas si connu du grand public que ça. On se doute qu'il y a quelque chose, mais il n'y a pas eu beaucoup de millage, là, le vrai Stephen Colbert. Il y a une poignée d'entrevues que tu peux trouver où il parle de manière naturelle de comment il est, qu'est-ce qu'il pense, et qui aime et qui aime pas. Et c'est un peu difficile. En même temps, c'est un risque parce que c'est ça, il est connu à cause de son personnage. Son personnage, c'est ça qu'il fait depuis littéralement 10 ans. Et on n'a presque rien vu d'autre, mais on sait que dans le futur Late Night Show, il va être le vrai Stephen Colbert. Fait que dans le fond, on ne sait pas trop là, dans quoi on s'embarque tant que ça. En fait, je lisais un article qui disait qu'essentiellement, c'est un excellent coup pour le show, pour CBS, d'avoir été chercher ce gars-là qui va amener avec lui, ne serait-ce que dans les premiers temps, un assez large auditoire. Mais c'est un risque pour lui, Stephen Colbert, comme l'artiste ou le showman, dans le fond, parce que justement, il montre en fait au monde, même si ceux qui l'ont déjà vu, peut-être dans les entrevues à l'extérieur, savent un peu qui il est. C'est quand même la première fois que Stephen Colbert sort et anime un show et parle de l'actualité
en étant lui-même. Et ça, pour lui, va peut-être être quelque chose qui va, disons, avoir un impact peut-être plus négatif sur sa carrière parce que les gens étaient habitués au personnage, puis c'est peut-être plus ça qui faisait son succès qu'il pensait. Ouais, ça serait en fait triste pour lui d'avoir cette réalisation-là s'il l'est lui-même et le monde n'aime pas ça. C'est toujours plate. On lui souhaite pas ça. Pourrais-tu faire semblant d'être quelqu'un d'autre, s'il te plaît? C'est pas vraiment plaisant. Mais en même temps, ça prend en même temps, ça fait du sens qu'il y ait là. Je pense que justement, ces entrevues qu'il fait quand il est son personnage, je pense que le moment où ça nuit souvent le plus au show, quand il est 100% son personnage, c'est durant ses entrevues. Des fois, c'est magique, mais des fois, ça serait le fun d'avoir une entrevue réelle. Là. Mais en même temps, ça serait pas nécessairement un constat d'échec pour lui parce que la qualité du personnage qu'il a créé est quand même un reflet de la qualité de la personne qu'il est. Oh, c'est-à-dire qu'il faut être brillant, il faut être intelligent, il faut avoir une opinion, puis être capable de créer ce personnage-là, puis de le maintenir, puis d'être capable d'aller chercher l'auditoire qu'il est allé chercher. Donc, même s'il réalisait qu'il ne pouvait, entre guillemets, qu'avoir du succès qu'avec ce personnage-là, ça serait pas nécessairement catastrophique. Oui, ce serait peut-être un step back pour lui, mais il serait capable de s'en remettre. Là. Je pense que oui. Mais j'espère juste que la satire politique aux États-Unis ne souffrira pas trop du fait qu'il va devoir livrer une version quand même un petit peu PG-13, accessible à un plus large public que son show sur Comedy Central, dans le fond. Mais je pense que peut-être que ça va donner un petit peu un coup de courant d'air, là, un petit peu d'air nouveau là, dans la satire politique aux États-Unis. Fait que, honnêtement, je pense que la satire politique aux États-Unis va toujours être en santé. En tout cas, on verra. C'est la première fois qu'on en parle et la dernière fois avant le printemps 2015. Yes. À mon avis, je pense pas que ça va vraiment être pertinent qu'on en reparle. À moins qu'il meure ou quelque chose du genre. Et bien, sur ce, il ne nous reste qu'à nous souhaiter et à souhaiter à nos auditeurs Bonne semaine. Si vous avez des questions, des commentaires ou des menaces, c'est lesvraiesaffaires@gmail.com. À chaque vendredi, on pose dans les subreddits de Québec et Montréal. Si vous voulez venir nous jaser, c'est là que ça se passe. Puis aussi et surtout, abonnez-vous à notre canal YouTube. Ouais.